Bien. Je vais peut-être commencer par expliquer un peu ce qui m'a amené ici. Je suis tombé par hasard, ou plutôt grâce à un DVD qui a été fait spécifiquement par les services de l'armée sur les images qui avaient été tournées pendant la guerre de 14 et notamment autour de Verdun. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de la question du rapport du cinéma avec la guerre, ou plutôt avec la représentation qu'il donne de la guerre. C'est une utilisation, évidemment, qui remonte à assez longtemps. Mon propos au fur et à mesure, je me suis aperçu que j'étais vraiment très très ambitieux. Je vais essayer de concentrer quand même ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé beaucoup de choses à dire. Et à l'origine, je voulais appeler cette conférence « Ce que la guerre fait au cinéma ». Puis finalement, je me suis dit, ce serait mieux de dire « Ce que la guerre fait du cinéma ». On est entre les deux. On est entre les deux parce que, en fait, d'abord, il faut bien comprendre que le cinéma est un média tout neuf au début du XXe siècle et qu'évidemment, il va prendre la place de représentation de la guerre. Et c'est peut-être par ça d'ailleurs que j'ai envie de commencer, pour vous montrer un petit peu les choses telles qu'elles se présentent. Alors là, vous n'avez pas de chance, mais j'aurais voulu commencer par une petite musique que vous n'aurez pas, mais pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez peut-être. Je pense qu'on doit pouvoir faire un petit peu de... Non, enfin, vous voyez quand même un petit peu. Vous voyez, c'est le début d'un film qui a été fait par les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle Why We Fight, Prélude to the War. Et j'avais trouvé que c'était bien pour vous réveiller, parce que ça commence par des trompettes, etc. Malheureusement, vous ne les entendrez pas. Donc voilà. Je passe sur cette diapositive, qu'on aura peut-être l'occasion, si jamais on voit un technicien passer, de reprendre. En fait, je vais partir de cette image. Vous allez me dire, on est loin du cinéma, c'est vrai. Cette image, vous la reconnaissez, je suppose, parce qu'elle a hanté nos livres d'histoire. C'est le passage du Rhin par Louis XIV, j'allais dire filmé, non, représenté par Van der Meulen. Et ce passage du Rhin, ce tableau de Van der Meulen, m'a poussé à m'interroger sur ce qu'on montrait quand on montrait la guerre déjà en peinture. D'abord, il faut quand même se souvenir que lorsqu'il fait ce tableau, Van der Meulen, il le fait en allant étudier la topographie sur place. Et il veut rendre le mieux possible l'image de ce passage du Rhin. Et bonjour. Comment il va? Bien. J'ai un problème de son. C'est bien. Alors j'ai essayé de faire l'âne, Ouais. mais j'ai toujours pas de son. Eh ben, on a... La question qui se pose quand on est face à un tableau comme celui-ci, c'est de se dire qu'est-ce qui nous est représenté? Ce qui nous est représenté, c'est un désir. Le premier, c'est évidemment celui du roi, qui est constitué d'abord en sujet et en objet du tableau. En sujet, puisque c'est celui qu'on représente, et en objet, puisque c'est lui qu'on regarde d'une certaine manière. Et le peintre, évidemment, a fait ce tableau en premier lieu pour Louis XIV lui-même. Ça marche, là? Non, je vais faire autrement. Vous avez du son sur le PC? Ah oui, j'ai du son sur le Je PC. vais prendre un micro et puis on va le brancher, ça va redonner sur les... D'accord, d'accord. Donc, c'est d'abord, effectivement, le regard du roi qui dirige le tableau. On fait le tableau pour lui. Mais en même temps, le sujet, c'est aussi le sujet qui est absent du tableau. C'est-à-dire celui pour lequel, ou plutôt celui qui va passer devant le tableau. Et le sujet, cette fois-ci, au sens de celui qui est assujetti au regard du roi. Celui qui va effectivement être capté par cette image et où il va puiser, d'une certaine manière,
une admiration sans cesse renouvelée pour l'image royale. Mon prédécesseur qui parlait effectivement déjà de cinéma avait lancé l'idée d'un surmoi. Ben oui, on pourrait dire que Louis XIV pourrait être une espèce de surmoi auquel le spectateur est sommé d'une certaine manière de s'identifier. Et donc il doit porter une adhésion sans faille à ce surmoi. Autrement dit, le sujet assujetti au tableau est dépossédé de son propre désir pour se mettre dans le désir du roi, du souverain. Et puis il y a quand même une troisième chose qu'on peut regarder, c'est au fond du tableau, la foule des soldats, on les voit vaguement, ils sont eux, oui, non. Ah, on est revenu à l'autre, je reviens à celle-ci, excusez-moi, j'ai un petit temps de... Voilà. Je passe. Voilà. Là, voilà. Donc, dans le fond du tableau, on voit effectivement les soldats, on voit vaguement la guerre, et on voit qu'effectivement, ils ne sont que la projection du désir royal. Hein. Autrement dit, on voit bien que le tableau est fait pour faire coïncider le regard des sujets du roi au désir royal. On est véritablement dans une image qui est une image de projection. En cela, déjà, on est presque déjà dans le cinéma. Je rappelle que cette histoire de... et donc, effectivement, ce tableau, du coup, devient quasiment iconique. Il représente une partie de l'histoire de France. On peut même, d'une certaine manière, y trouver la source comme on appelle, d'un roman national. Hein, ça fait partie d'un roman national. Bon. Alors, ce que je voulais noter, c'est que ce goût pour les images de la guerre va se prolonger au XIXe siècle. Alors, je parle du XIXe siècle, dans quelque chose qui est tout à fait intéressant. Oui. Est-ce qu'on peut intervenir au niveau de... On peut réessayer. Ah ben, j'allais parler d'une autre utilisation de l'image de la guerre dans ce qu'on appelle les rotondes. Vous avez peut-être les panoramas. Vous avez peut-être entendu parler de ça, les panoramas. Par exemple, le théâtre du Rond-Point à Paris, c'est un ancien panorama dans lequel on représentait effectivement des scènes, et particulièrement des scènes de guerre, puisque la rotonde était entièrement recouverte d'images d'une bataille, et le spectateur pouvait se situer au centre même de la bataille. C'est Napoléon qui s'en est le plus servi, Napoléon Ier qui s'en est le plus servi dès le début du XIXe siècle. Et donc il y avait cette impression d'être pris à l'intérieur de la bataille. Donc il y a déjà un goût un peu curieux. Je parlais tout à l'heure de sujet et d'assujettissement. Il y a un goût un peu curieux du public pour aller dans ce genre de dispositif où l'on va, d'une certaine manière, participer par procuration, soit au désir du commandement, le roi, soit à la bataille elle-même, où on va éprouver, si ce n'est le frisson, en tout cas, les différents éléments qui nous permettent de nous ressentir dans un environnement guerrier. Et donc, ces rotondes, on les a... je peux vous en montrer un exemple. C'est ici Édouard de Taille qui avait... Ah ben non, c'est pas lui du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'y comprends plus rien. Où est-ce qu'on est, j'ai décidément beaucoup de problèmes ce soir, vous m'excuserez. Je voudrais essayer... Voilà, là on y est. Bon, donc là, normalement, si je fais ça, je devrais avoir l'image que je veux. Toc. 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 Voilà. Donc, Édouard de Taille qui représente ici la bataille de Sedan sur un... Alors, évidemment, là, vous n'en avez que des morceaux, parce qu'on n'en a retrouvé que des morceaux, évidemment. Mais il faut imaginer ces vues, ces représentations sur l'ensemble de la rotonde, et vous imaginez au milieu
ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que tout d'un coup, il y a un déplacement évidemment du regard. Nous nous retrouvons au sein même de la bataille. Mais pourquoi est-ce qu'on nous montre ça? Parce que je vous rappelle quand même qu'au moment où on fait ça, Sedan, ça a été perdu, la guerre de 70, ça a été perdu, et il s'agit quand même de réveiller chez le Pékin moyen un sentiment patriotique qui lui permettra de puiser dans ses énergies pour envisager éventuellement d'aller reprendre l'Alsace et la Lorraine, etc. Donc vous comprenez bien que cette image-là a encore une fois une espèce de caractère qui nous projette dans un désir qui n'est pas le nôtre, en définitive, mais que nous assumons comme le nôtre. Et c'est ça surtout que je voulais montrer à travers ces deux tableaux. Donc du coup, je me suis dit, le cinéma va prendre exactement cette place-là. Il arrive à point nommé, à la fin du XIXe siècle, pour s'enclencher avec un système qui est non seulement un système de représentation, mais qui est aussi un système de guerre de masse, où il s'agit de créer chez les spectateurs, dans le public, la participation, d'une manière ou d'une autre, à la guerre. Et donc, du coup, évidemment, le cinéma va devenir une véritable... un élément du dispositif guerrier, de manière évidente, voire une arme de guerre. Mais ça, je vais essayer de le montrer après comment. Alors avant d'en arriver là, je me pose quand même une question. On parle de cinéma. Nicolas, quand il est passé là, il y a un mois ou 2 mois, je ne sais plus, il disait qu'il n'y avait pas de film de guerre et qu'il ne savait pas ce que c'était que le cinéma. Alors je me dis, il faut quand même au moins, avant de parler, que je définisse ce que c'est que le cinéma. Moi j'ai une idée, si vous voulez, une idée très simple. Je l'ai puisée chez Jean-Louis Comolli, qui vient de proposer un livre sur la question justement des images du terrorisme et des images proposées par Daesh. On en parlera un peu après. Et il propose cette définition très simple. J'appelle cinéma toutes les sortes d'images qui sont enregistrées, cadrées, et sont ensuite toujours cadrées, montrées sur un écran, soit par projection, soit par diffusion. Télévision, tablette, téléphone. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le cinéma est partout si on l'entend de cette manière-là. Et on peut dire, du coup, que j'intègre à la notion même de cinéma des choses qui pourraient être sorties de la vision un peu noble du cinéma, à savoir ce qu'on appelle des films. Je ne vais pas vous parler de films, je vais vraiment essayer de vous parler de cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? Comment ça fonctionne? Et qu'est-ce que ça entraîne lorsque on confronte ce média précisément à la représentation de la guerre? Donc la première chose qu'il faut quand même se dire, et je suis obligé quand même, si vous voulez, de faire un petit retour en arrière sur la définition du cinéma. Filmer, c'est d'abord cadrer, je viens de le dire. Et donc cadrer, c'est d'abord cacher. C'est la première chose. C'est-à-dire que lorsqu'on cadre, on cache, et on met le spectateur dans une situation qui est essentiellement une situation de voyeur, quelle que soit l'image. Je veux dire que ce n'est pas par hasard que cette notion-là revient périodiquement dans une infinité de films. Donc on est véritablement dans cette position de voyeur, et nous sommes, d'une certaine manière, nous participons d'une certaine manière à cette position de voyeuriste. Je reprends aussi ce que dit Christian Mess. Christian Mess, c'est un des premiers à avoir travaillé sur la question même du langage cinématographique. Christian Mess dit, en définitive, que le spectateur, lorsqu'il est dans la salle, hérite du désir qui lui est projeté sur l'écran. Je reprends effectivement ce qu'il dit. L'institution du cinéma prescrit un spectateur dérobé, constamment en état de sous-motricité et de surperception.
Je crois que c'est vraiment c'est important à comprendre ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au cinéma, vous êtes comme le dormeur endormi, mais en même temps, vous êtes totalement projeté dans une action, alors qui pourrait être une action onirique, mais qui justement, là, en l'occurrence, va plus du tout être onirique, puisque vous allez être projeté dans des histoires quand même pas très rigolotes quand on y réfléchit. Et pourtant, vous y allez. Et pourtant, vous allez quand même... Même les films qu'on a vus l'autre jour avec Nicolas, c'est quand même des films dans lesquels on se dit « je vais aller voir de la guerre ». Je vais aller voir des gens qui meurent, je vais aller voir des gens qui sont coupés en morceaux. D'accord ? Alors même si on se dit, bah, tout ça, c'est du film, c'est du cinéma, etc. C'est du cinéma, on connaît bien l'histoire. N'empêche que ça a beau être du cinéma, ça a un impact sur notre propre vision des choses. Donc, je pense effectivement qu'il faut se poser à chaque fois la question, mais qui est l'autre qui, sur l'écran, me renvoie une image à laquelle je vais, d'une certaine manière, participer, plus ou moins volontairement. J'irais même jusqu'à parler, lorsqu'on est au cinéma, d'une servitude volontaire totalement assumée. Je crois qu'on peut aller jusque-là. Alors, maintenant, le problème qui se pose avec le cinéma, contrairement à ce qui se passait avec la peinture, on savait bien que c'était une représentation. Tout le monde le savait. Tout le monde savait qu'on était effectivement face à quelqu'un qui avait pris des croquis et puis qui allait reproduire la scène, etc. Lorsqu'on est face à une scène de cinéma, souvenez-vous ce qui se passe lors de la première projection des Frères Lumière, les spectateurs qui sont dans la salle croient véritablement que le train qui rentre dans la gare de La Ciotat va leur foncer dessus. Bon, on n'en est plus là, vous allez me dire. N'empêche qu'il y a un penchant naturel qui nous amène à penser que l'image cinématographique est l'image du réel. Donc, nous croyons au réel à travers cette image-là. Sauf que notre croyance, ce n'est pas la croyance dans le réel, c'est la croyance dans l'image du réel. On est tout à fait dans autre chose. Et donc, lorsqu'on est face à cette image-là, nous sommes bien dans une sorte de... nous oublions parfois que nous sommes pris dans une véridicité de l'image. Elle nous dit quelque chose de vrai. C'est vrai. C'est sans aucun doute quelque chose de vrai. Sauf que la question qu'on doit se poser à chaque fois, c'est qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Est-ce que c'est ce que l'on nous montre ou est-ce que c'est ce que l'on nous fait entendre? Et effectivement, là, on est dans une toute autre perspective. Donc, effectivement, j'ai tendance à penser qu'on oublie trop souvent que le cinéma est un artefact, que pour pouvoir reproduire le mouvement, et ça j'insiste là-dessus, il faut se souvenir qu'on est obligé d'arrêter l'image 25 fois par seconde, et au début d'ailleurs c'était même pas 25 fois, c'était 17 fois, ce qui fait que, 17 ou 18 d'ailleurs, je suis peut-être en train de me tromper, ce qui fait que moi j'ai le souvenir enfant de la guerre de 14-18, c'était rigolo comme à Charlot. Hein, parce qu'ils couraient à toute pompe, les gars, sur le terrain de manœuvre. Et moi, ça me faisait plutôt rigoler, quoi. Ça me faisait moins rigoler quand je voyais les gueules cassées dans la rue. Bon, voilà, c'était la différence, vous voyez, elle se trouvait quand même, elle se situait quelque part par là. Donc, le cinéma est un artefact qui reproduit du mouvement, ou qui nous donne l'illusion du mouvement, exactement comme la perspective nous donnait l'illusion de l'espace. Mais nous ne sommes jamais dans l'espace, nous ne sommes jamais véritablement dans le réel. Et donc nous sommes effectivement dans un état de croyance à quelque chose dont nous savons parfaitement, en définitive, que c'est totalement un artefact, totalement un artifice. Donc ça, je crois qu'il faut quand même qu'on soit bien d'accord dès le départ. C'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes. Bon. Donc, du coup, il faut quand même aussi se remettre en mémoire ce que c'est que le geste cinématographique. Le geste cinématographique, c'est un geste qui découpe un morceau de temps et d'espace. Autrement dit, excusez-moi du terme, mais pour moi, le cinéma a une propriété proprement
diabolique, au sens étymologique du terme. Le diabolos, c'est celui qui sépare. C'est celui qui rompt, celui qui découpe des morceaux comme ça. Et qui, effectivement, à cause de ça, ne peut pas nous montrer la totalité. Il ne peut nous montrer qu'un certain espace. Et du coup, l'image va avoir, dans un premier temps, un très vif impact sensoriel. Ce en présence de quoi nous sommes quand nous sommes en face d'une image de cinéma, quelle qu'elle soit, c'est d'abord quelque chose qui est de l'ordre d'une sensation très vive. Quelqu'un nous le rappelle, c'est Dziga Vertov, dans le début de L'homme à la caméra. Il fait parler la machine, il fait parler le cinéma, et voilà ce qu'il lui fait dire: je suis l'œil de la caméra, je suis la machine qui vous montre le monde comme moi seul je le vois. À compter d'aujourd'hui, je me libère à jamais de l'immobilité humaine, je suis en perpétuel mouvement, je m'approche et m'éloigne des choses, je rampe sous elles, je grimpe sur elles, je suis la tête du cheval au galop, je fais irruption dans la foule à toute vitesse, je cours devant les soldats qui courent, je me jette sur le dos, je m'élève avec les aéroplanes, je tombe et je vole à l'unisson des corps qui tombent ou s'élèvent dans l'air. On retrouve là tout à fait la position de ce qu'on appelle, enfin, de ceux qui sont les futuristes. Dziga Vertov est totalement dans cette perspective-là, qui tendent à totalement faire éclater le monde en autant de sensations différentes, et ils nous mettent en présence de cette sensation-là. Et ils agissent directement, je dirais, plus sur notre foi que sur notre cerveau. Foi écrit, non pas FOI, bien sûr, mais FOIE, oui. Non. Donc, on est effectivement dans quelque chose qui a un impact directement sur notre système nerveux, je dirais, mais pas du tout sur notre système intellectuel. Et on y reviendra parce que c'est quand même quelque chose de très important, du coup. Donc, je continue. Le cinéma, de ce point de vue-là, va se retrouver pris entre deux postulations, qui sont deux postulations totalement contradictoires. D'un côté, une postulation presque obscène d'aller filmer la sensation au plus juste, au plus près, en allant jusqu'à montrer des choses qui sont immontrables, d'où la notion d'obscénité. Il y a effectivement quelque chose d'obscène, et ça, je ne suis pas le premier à le dire. Huillier et Straub, Daniel Huillier et Straub le disaient avant moi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et en même temps, il y a de l'autre côté une postulation qui tient à l'autre versant du cinéma. Tous ces morceaux de réel qu'on a mis sur la pellicule, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les recoudre ensemble. Comme nous le dit très bien, par exemple, si vous l'avez en tête, un film de Buñuel qui est Elle, et dans lequel on voit bien à la fin, alors non, c'est pas Elle, excusez-moi, c'est dans cet obscur objet du désir. À la fin de cet obscur objet du désir, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est l'une des dernières images qu'on voit? L'une des dernières images qu'on voit, c'est le couple formé par le personnage principal et la jeune femme dont il est tombé amoureux. Ils sont devant une vitrine où il y a quelqu'un qui est en train de coudre. Autrement dit, le coup de foudre est devenu le fou de coudre. C'est exactement ça ce qui se passe. C'est-à-dire que le cinéma, c'est aussi ça. C'est-à-dire je prélève des morceaux, et ces morceaux, ensuite, je vais les coudre ensemble pour leur faire tenir, pour les faire tenir ensemble, et pour leur faire tenir un discours avant de leur faire raconter une histoire. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que raconter une histoire, c'est bien, c'est ce dont tout le monde va parler lorsqu'il va aller au cinéma, mais la plupart du temps, on oublie que ce discours, que ce récit, pardon, est sous-tendu par un véritable discours, et qu'il nous amène à penser d'une certaine manière qui n'est pas nécessairement la nôtre. Et là, on revient à la question de qui parle, qui nous parle, et à quoi sommes-nous confrontés. Donc voilà, c'est les deux écueils. D'un côté, l'obscénité,
De l'autre côté, le dogmatisme. Hein, on est vraiment entre ces deux pôles-là. Et on va tout le temps naviguer entre ces deux pôles-là. Ce qui fait que, évidemment, le cinéma et la guerre vont entretenir des relations qui sont quand même, pour le moins, très suspectes. Bon. Je voudrais juste, rappeler que, alors ça, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer autant de choses que je voulais, parce qu'il y avait quand même parfois des images. Ça, je vais revenir après. Ça aussi. Je voulais vous montrer ceci. Ceci, c'est le début d'un film qui date de 1920. On est 2 ans après, la guerre, la Première Guerre mondiale. C'est Poirier qui va proposer à d'anciens combattants de la guerre de rejouer la bataille de Verdun. Hein, ils vont carrément la rejouer. Il va d'ailleurs habilement mettre à l'intérieur de ce film des prises de vue qui ont été faites pendant la guerre elle-même, et c'est pour ça qu'on va voir le Kronprinz, on va voir les maréchaux, etc., se balader dans le film. Bon, et cela gratuitement. À l'époque, les acteurs coûtaient pas cher. Et donc, il va nous proposer une sorte de reconstitution de la bataille. Et il ouvre son film par cette séquence que je vous montre et que je commente après. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Il y avait de la musique, mais bon, c'est tant pis, hein, vous n'entendrez pas. C'est du piano. Voilà. C'était très joli. Oui, mais je ne sais pas. Regardez bien ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette image-là qui ouvre Verdun? Elle nous rappelle exactement ce qu'est le cinéma, à l'origine. Je parlais tout à l'heure des frères Lumière. Une des premières vues Lumière est une vue qui consistait à filmer la destruction d'un mur par un appareil qui, c'était une espèce de carriole qui rentrait dans le mur, on voit le mur s'effondrer, et habilement, un des premiers effets, ils font passer la bobine à l'envers, et hop, le mur se reconstruit. Formidable. Autrement dit, qu'est-ce que nous dit cette image des frères Lumière? Elle nous dit quelque chose de fondamental, à savoir que le cinéma est d'abord quelque chose qui est destiné à faire revivre, ou plutôt à donner une fausse éternité aux choses, contrairement à la photographie. Si vous prenez par exemple le livre de Barthes sur la photographie, Barthes nous dit parfaitement que la photographie, c'est presque quelque chose de mortuaire, voire mortifère. Alors que le cinéma, au contraire, a cette prétention de donner une éternité. Regardez par exemple toutes ces vedettes du cinéma hollywoodien qui resteront pour nous toujours vivants. On peut toujours, si on le veut, si vraiment on le désire assez fortement, tomber amoureux de Greta Garbo ou, je ne sais pas, de Suzy Delair, si vous préférez. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Ou Gary Cooper. Merci. Ou Gary Cooper, mais pour moi, c'est moins. C'est pour ça que j'ai choisi des. Mais je suis un affreux machiste de ce côté-là. Donc, effectivement, le cinéma a cette prétention-là. Or, qu'est-ce qu'on voit là sur cette image? On voit des corps en surimpression, donc déjà fantomatiques, et effectivement, le cinéma a cette vertu d'être un fantôme du réel, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un artifice. Et ce fantôme du réel reste finalement profondément vivant, et ceux que l'on voit là, ce sont les morts de la guerre de 14-18 qui rentrent dans le tombeau qu'on leur a fait à... Excusez-moi, je suis en train de... à Douaumont. Hein, c'est Douaumont. Et donc, effectivement, les voilà qui rentrent comme au bercail, comme pour souligner
le sacrifice qu'ils ont fait pour nous, et donc auquel nous sommes sommés d'une certaine manière de penser d'une manière en ayant conscience justement qu'il y a un sacrifice, c'est quelque chose de sacré. Bien. Sauf que ce sacrifice-là, il peut se reproduire autant de fois qu'on projettera le film, c'est pratique, et du coup, effectivement, on oublie que ces gens-là sont véritablement morts. Hein, c'est-à-dire que finalement, c'est l'un des problèmes, c'est que finalement, le cinéma nous met face à une fausse éternité. Comolli dit quelque chose que je trouve assez juste, c'est que le cinéma réalise la promesse des religions. Il nous donne l'éternité que nous avait promis les religions, mais qu'elles ne tardent finalement à nous faire connaître, puisque jusqu'à présent, que je sache, personne n'est encore dans l'éternité, à part moi peut-être, mais bon, je ne sais pas. Donc il y a un problème, si vous voulez, quelque part. Donc nous voilà dans cette tendance du cinéma, qui est une tendance profondément spiritualiste, qui joue justement avec l'image elle-même. Et donc, du coup, parce que précisément, il y a une sorte d'osmose, du coup, entre le cinéma et la guerre, ou plutôt la posture guerrière, puisque la guerre va effectivement, non seulement, et là je reprends une phrase de Gustave Le Bon, la guerre n'atteint pas seulement la vie matérielle des peuples, mais encore leur pensée. Et ici, on retombe fondamentalement sur cette notion. On retombe sur cette notion fondamentale. Ce n'est pas le rationnel qui conduit le monde, mais les forces d'origine affective, mystique ou collective qui mènent les hommes, les suggestions entraînantes de ces formules mystiques, d'autant plus puissantes que restant assez vagues. Et là, on est en plein dans le sujet. Je veux dire, c'est exactement ce à quoi va servir, d'une certaine manière, le cinéma. Il devient un auxiliaire de la volonté guerrière dans la plupart de ses utilisations. Et donc, du coup, je me suis intéressé à l'histoire du cinéma. Vous avez vu peut-être passer cette figure assez intéressante. Je vous la montre. Voilà, ce monsieur-là qui s'appelle Bitzer. Ce monsieur est l'un des premiers, je crois même le premier, à avoir filmé des images de guerre. Je vous donne en mille à quel moment cette guerre a été filmée. Nous sommes en 1898, soit 3 ans après l'invention du cinéma par les frères Lumière. Et il s'agit de la guerre hispano-américaine. Et la personne qui envoie Bitzer faire des plans de la guerre à Cuba, c'est William Randolph Hearst, celui qui servira plus tard de modèle à Citizen Kane. Et pourquoi il le fait? Tout simplement parce que William Randolph Hearst a, parmi les nombreuses activités qu'il gère, il s'occupe justement de la projection des vues lumière, et il s'aperçoit au cours de l'année 1897, vous voyez, 2 ans après le cinéma, il s'aperçoit d'une chute assez brutale de l'intérêt du public pour les vues lumière. En cela, d'ailleurs, ils ne font que confirmer ce qu'avaient dit les frères Lumière, cette invention n'a aucun avenir. D'accord? Bon. Ils avaient vu juste. C'est vrai que tant qu'on leur montrait des bébés qui mangeaient leurs potions, ou des gens qui jouaient aux boules, etc., c'était rigolo à un moment, mais finalement, ça manquait un peu d'action, comme on dirait. Sauf que, évidemment, là, Randolph Hearst a l'idée de génie, c'est de dire, je vais aller faire filmer la guerre. Et donc, Bitzer va partir à Cuba pour filmer des images de cet affrontement entre les États-Unis et Cuba. Je vous rappelle que c'est la guerre qui va permettre aux États-Unis d'avoir un pied à Cuba, à Guantanamo. C'est rigolo quand même, quand on y réfléchit.
c'est aussi la guerre qui va permettre aux États-Unis de s'installer dans le Pacifique ou dans les Philippines. Hein, c'est pas n'importe quelle guerre quand même. Hein. Et donc, les images qui vont être ramenées par Bitzer vont être accueillies par le public avec un enthousiasme faramineux. Parce que d'une certaine manière, c'était ça qu'ils attendaient. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que la flotte espagnole avait coulé un des navires de la flotte américaine en rade de Cuba. Non, je ne pense pas que ce soit Cuba, mais enfin peu importe. C'est à La Havane. Hein. C'est le Maine. Voilà, c'est le Maine. Bitzer arrive. Pas de chance. Le navire a déjà coulé depuis longtemps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il revient chez lui, il fait ça dans une bassine, et il nous fait ceci. Pas grand-chose. Ah pardon, c'est pas ça. C'est pas ça. Normalement, ça devrait marcher. Non. Ah, il est peut-être après, excusez-moi. Je me suis peut-être... Non, c'est pas ça. Bon, bah tant pis, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. De toute façon, c'est un tout petit extrait. Hein. Le film est conservé à la Bibliothèque du Congrès. Et donc, vous pouvez effectivement en voir quelques extraits, notamment sur YouTube, on en voit quelques extraits. Et notamment celui que je voulais vous montrer, qui est la montée du drapeau américain, évidemment. Bon, ça, tout de suite, ça marque. Et effectivement, cette fabrication, on dirait aujourd'hui, d'un fake news, n'est-ce pas, est absolument bien accueillie par le public, qui d'abord, puisqu'on le disait tout à l'heure, nous sommes dans la croyance au réel, qui y voit effectivement la véritable bataille. Peu importe que ce soit faux. Il va faire mieux encore, Bitzer. Quand il arrive à La Havane, il filme des soldats qui descendent du navire. Puis alors il trouve que franchement, c'est pas terrible, leur manière de descendre, ils sont un peu éparpillés dans tous les sens. Alors il leur dit, bon, c'est pas le tout, il va voir le commandant, il leur dit, c'est pas le tout, mais là, si vous voulez que je filme, il faudrait mettre tout ça un peu en ordre. Donc il leur fait rejouer la scène. Et il leur fait rejouer dans l'ordre. C'est une des premières scènes où on voit effectivement des soldats qui vont défiler en rang, avec l'arme sur l'épaule, partant à la guerre, etc. Comme d'autre part, il n'a pas beaucoup d'images à rapporter de la guerre, parce qu'effectivement, le matériel est lourd. Souvenez-vous quand même que la boîte des Frères Lumière servait en même temps d'appareil de prise de vue, mais aussi d'appareil de projection. Il ne peut pas, évidemment, aller sur le terrain, des combats. Et donc, effectivement, il est obligé de se rabattre sur d'autres situations. Et les situations en question, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les foules, les retirados, excusez-moi pour l'accent, je pense qu'il est très mauvais, qui sont effectivement obligés de fuir devant les combats. Ce sont les premières scènes de réfugiés qu'on va voir au cinéma. Et après, pendant tout le XXe siècle, on va nous en abreuver, même encore aujourd'hui, au point d'ailleurs que ça ne nous fait plus ni chaud ni froid. D'accord? C'est quand même un des problèmes qui se pose. Alors, il y a plein de choses que j'aurais voulu vous montrer parce qu'il y avait du son, je ne pourrais pas vous les montrer, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Justement sur cette question-là, sur cette question de comment est-ce qu'on redonne à l'image un impact, un véritable impact. Bon. Mais ce que je voulais montrer, c'est que dès le départ, il y a une espèce de connivence entre la guerre et l'outil cinéma. J'ajoute à cela que lorsque, en 1900, la bataille de la Marne, c'est, excusez-moi, les historiens... C'est 14, hein, c'est ça, hein, c'est la première. Je me trompe pas. J'allais dire 14, mais j'ai hésité. Donc la bataille de la Marne, 1914, je vous rappelle qu'elle a été déclenchée, ou plutôt, elle a pu avoir lieu parce que le général Nivelle a fait confiance aux troupes qui étaient en l'air, aviation, qui utilisaient quoi pour aller voir derrière les lignes? Qui utilisaient la machine cinématographique. Autrement dit, voilà le cinéma propulsé à la fonction
d'aide, littéralement, stratégique, dans la bataille elle-même. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose là qui se noue dans ce que j'appelle moi les noces de la guerre et du cinéma. Et véritablement, les deux choses se nouent, hein, vont faire quelque chose ensemble. Donc du coup, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, le cinéma va avoir un gros handicap dès le départ, c'est qu'il ne peut pas filmer, notamment à cause de la lourdeur de l'appareillage, il ne peut pas filmer un certain nombre de scènes. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Alain, c'est pas Alain Poirier, c'est je sais plus son prénom. Poirier, c'est Léon, voilà. Léon Poirier a fait donc a reconstitué la bataille de Verdun. Cette bataille de Verdun, filmée par Poirier, semble tellement vraie que, regardez ce qu'il y a ici, ça c'est la fin du film Verdun qu'on a passé à la télévision. Et qu'est-ce qu'on voit dans la liste des documents? Un film de Léon Poirier restauré par la Cinémathèque de Toulouse, extrait de Verdun, Vision d'Histoire. D'accord? Ça veut dire que pendant très longtemps, sans nous le dire, on nous a montré des scènes de la guerre de 14 où on voit des gens qui sont bombardés, qui sortent des tranchées, qui se précipitent sur l'ennemi, sans nous dire que ces images-là n'étaient que des images reconstituées. Parce que vous pouvez aller chercher dans les images de l'ECPAV, c'est-à-dire des services cinématographiques de l'armée, vous pouvez aller chercher des images d'affrontements, vous n'en trouverez pas, ou très peu. Je ne vais pas être complètement catégorique. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film de Peter Jackson, il y a quelque chose qui est très frappant. C'est qu'au moment du combat, on a tout le temps des images, effectivement, on voit les gens, on leur redonne la parole, etc. Au moment du combat, qu'est-ce qui se passe dans le film? Il n'y a plus une seule image animée, il n'y a plus que des photos, il n'y a plus que des représentations de journaux de l'époque, etc. Parce que c'est pas possible, on ne peut pas filmer, d'accord? Même si, alors j'en reparlerai après, même si par la suite l'outil cinématographique va beaucoup évoluer pour nous permettre d'aller rechercher l'événement au plus près, il n'empêche qu'il y aura toujours un problème ou un décalage. Bien. Donc, l'une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce qui va advenir des images manquantes, des images qu'on n'a pas pu filmer et qu'on aurait voulu filmer. Et donc, effectivement, on va immédiatement se diriger vers ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, soit des images faussées, comme celle de Bitzer, soit des images remises en scène, soit des images reconstituées. Hein, tout de suite. Mais il y a pire. Regardez ce petit extrait de la bataille de Verdun, image reconstituée avec, je vous le laisse reconnaître, le futur maréchal Pétain, je ne crois pas qu'il soit encore maréchal à ce moment-là, il est encore général, qui passe dans les campements, faire un peu le tour, et qui va faire ce qu'on appelle les popotes. Et ce qui est intéressant, effectivement, on le voit discuter gentiment, ça a l'air d'être un être absolument charmant, on se dit qu'on aimerait bien le rencontrer, surtout qu'il a des galons, tout ça. Et puis, on le voit effectivement, même à un moment, je ne sais pas si ce n'est pas déjà fait, voilà, on le voit boire le coup avec les soldats. Le petit coude rouge, comme tout le monde, comme tous les poilus, et voilà. Bien. Sauf que cette image, elle est exactement contemporaine de quelque chose que seul le cinéma de fiction nous racontera par la suite, à savoir les fusillés, pour l'exemple, pendant la bataille de Verdun. Je rajoute que ce n'est pas les seuls fusillés pour l'exemple. Il semblerait que des fusillés pour l'exemple, j'ai lu ça récemment dans un article qui a été fait par un général
de l'armée actuellement, qui dit que vraiment il y a plein de choses totalement fausses, plein de bruits totalement faux qui courent sur la guerre de 14-18, et que de toute façon, les fusillés, pour l'exemple, il y en a eu dès 1914. Donc je vous rassure, on en a tué sans problème, parce qu'ils ne voulaient pas aller se battre. Eh bien, c'est exactement au moment où on filme Pétain en train de faire la tournée des popotes que se passent effectivement ces fusillés, pour l'exemple. Qu'est-ce que va devenir cette image manquante? Eh bien, elle va devenir au moins 2 films que vous connaissez, qui sont d'une part le film de Joseph Losey, pour l'exemple, et l'autre film que vous connaissez aussi, qui est celui de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Sans compter qu'effectivement, on pourrait rajouter dans cette perspective-là le film Les Hommes contre de l'italien. Oui, c'est Rossi, c'est ça, hein? Non, je ne suis pas sûr que ce soit Rossi. Je ne suis pas sûr. J'ai un petit trou. Enfin, donc vous voyez qu'on est bien dans une perspective où il va y avoir un discours et un contre-discours. On est bien dans cette perspective où les 2 discours vont s'affronter d'une certaine manière. Mais ne nous y trompons pas, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le discours qui a des vertus guerrières, ou que ce soit le discours qui aurait des vertus pacifistes, ce sont toujours des discours. Ce ne sont pas nécessairement, et ça s'adresse en priorité, c'est ça que je crois qu'il est important de souligner, ce ne sont pas en priorité des argumentations basées sur une démarche qui serait une démarche d'idées, mais c'est d'abord effectivement des discours qui sont basés sur une adresse directement à la sensation, même pas au sentiment. Je veux dire par là, par exemple, je reviens au film de Peter Jackson. Qui est-ce qu'il a vu, le film de Peter Jackson? 2 personnes, 3 personnes. Je vous recommande vivement d'aller le voir. C'est vraiment très intéressant. Ce film de Peter Jackson est fait entièrement avec des scènes qui ont été filmées pendant la guerre de 14-18, entièrement recolorisées, sonorisées. On a même payé les services de quelqu'un qui lit sur les lèvres pour faire parler les gens. Et donc, du coup, c'est formidable qu'on a vraiment l'impression de la résurrection, ce que je disais tout à l'heure. Le cinéma permet de faire revivre. Et on a effectivement, sur ces images, un discours qui vient des guerriers, enfin des anciens combattants anglais, qui ont été enregistrés au début des années 60 par la BBC. Eh ben, je vous dis tout de suite que ce qui nous intéresse le plus dans le film, évidemment, il y a les images, mais ce qui nous intéresse le plus, et je vous recommande d'aller le voir sur le site l'écouter plutôt sur le site de la BBC, c'est ce que racontent les bons hommes. C'est-à-dire, c'est vraiment la parole qui est importante. Bon. Je pose ça, j'y reviendrai par la suite. Donc, les images manquantes, ça va être ça aussi. Ça va être du cinéma, peut-être effectivement avec plein de bons sentiments, plein de bonnes choses, mais n'empêche que ce sera toujours du cinéma. Cinéma contre cinéma. Alors, du coup, effectivement, il y a une autre chose qui va se passer, c'est que les images qui ont été prises enfin, plutôt, je continue sur les images manquantes. Prenez par exemple les images du débarquement, celles qui nous sont proposées aussi bien par le film de Zanuck ou le film de Spielberg. Sur quel élément de base vont-ils fabriquer leurs images? Ils vont fabriquer leurs images essentiellement à partir des clichés qui ont été pris par Capa. Je vous rappelle combien il y en a, vous savez? 8. 8 clichés. Il y en a beaucoup qui ont été perdus. Et oui, il y en a beaucoup qui ont été perdus. Les mauvaises langues disent que c'est parce que
il avait tellement la trouille qu'il n'a pas pris de photo. Tout ça, c'est les mauvaises langues. Les gentils disent que, en fait, c'était juste un problème de... Mais ça pourrait se trouver, hein. Moi, je ne lui jette pas la pierre, je crois que moi, j'aurais même pas pris une photo. Enfin, bon. Et ceux qui veulent essayer de le sauver disent que, en fait, ces clichés ont été gâchés au moment du développement. Donc, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, ces images, on sait qu'elles ont existé, mais on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Eh bien, elles deviennent justement les films hollywoodiens. Les films hollywoodiens qui mettent l'accent sur quoi? Eh bien, évidemment, sur l'énorme sacrifice des troupes américaines. Oubliant de nous dire que parmi les gens qui sont restés sur les plages de Normandie, il y a aussi les Britanniques, et il y en a pas mal. Il y a aussi les Canadiens, qu'on ne va pas énormément voir dans les films. Et donc, du coup, on fabrique une image qui va devenir l'image de l'Américain libérateur. C'est évident. Hein, mais ce n'est qu'une image. Comme disait l'autre, c'est juste une image. C'est pas une image juste. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train d'essayer de retrouver mon film. Donc bon, j'ai perdu mon fil. Excusez-moi. Oui, si, ça y est. Et parallèlement, les Britanniques, qu'est-ce qu'on va garder d'eux? Ça, c'est aussi très intéressant. On va garder ce qui a été filmé pendant le Blitz sur Londres. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Une population, comme on dirait aujourd'hui, droit dans ses bottes, qui est capable effectivement de soutenir toutes les avanies possibles, mais qui continue effectivement à aller tout droit. Nouvelle image. Les Anglais, on garde Dunkerque. On garde essentiellement Dunkerque, les Anglais. Oui, et Dunkerque, on garde essentiellement Dunkerque, effectivement. Et donc, effectivement, on va faire le film sur Dunkerque, etc. L'essentiel de l'opération. Oui. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que on va choisir, en définitive, je disais tout à l'heure, cadrer, découper, hein, c'est finalement caché. Vous voyez bien que le cinéma, c'est essentiellement une machine à cacher le réel, et pas à montrer le réel. C'est une machine à fabriquer une illusion de réel. Hein, et rien plus que l'image de la guerre ne nous le confirme. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Dernier exemple d'image perdue, d'image manquante, c'est évidemment, on en a parlé la dernière fois, Pierre Schendorfer, qui est présent à Dien Bien Phu, qui va donc effectivement filmer un certain nombre de choses de la bataille de Dien Bien Phu, mais dont les films seront détruits. Hein, ils seront détruits, je pense effectivement qu'ils ont été détruits par l'ennemi même, ou c'est par lui-même, je n'ai pas exactement la chose en tête. Et évidemment, il sera poursuivi par ces images qu'il a perdues pendant toute sa carrière, puisqu'il ne va cesser de refaire le même film, à savoir la 317e section, la section Anderson, et pour finir, le Dien Bien Phu, auquel il va consacrer un certain nombre de moyens. Donc vous voyez qu'on est véritablement là dans une perspective de réutilisation, de refabrication après coup, de choses qui, évidemment, nous ont échappé. Il y a ce qu'on appelle une reprise. On parlait tout à l'heure de couture, vous voyez qu'on y reste. Le cinéma, c'est aussi une affaire de reprise. On refait les chaussettes. Et donc, du coup, on peut se dire, oui, alors, toutes ces images, on va pouvoir les retrouver dans les documentaires lorsqu'elles sont tombées dans les archives, et on va en faire quelque chose de tout neuf, de drôlement bien. Eh bien, parce que justement, on va pouvoir confronter les différents points de vue. Les films de Cossel, quoi. Oui, voilà. Sauf que,
Voilà. Là, je vous montre un tout petit, je vous montre un tout petit extrait. Malheureusement, vous n'aurez pas les commentaires. C'est le film de Frédéric Rossif qui passe pour être un film exemplaire sur la guerre d'Espagne. Ça s'appelle Mourir à Madrid. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le trouver sur YouTube. Allez le voir, c'est quand même assez intéressant. Et voilà comment Frédéric Rossif résume ce qui se passe à Barcelone au moment où les troupes du POUM sont littéralement liquidées, il faut quand même utiliser le terme, par les Russes, par les Soviétiques. Excusez-moi, ce pas les Russes, c'est les Soviétiques. Et ben voilà, il dit, d'un côté il y avait les POUM qui eux voulaient faire la révolution, machin. Après, il y avait les ouvriers, alors eux c'était des anarcho-syndicalistes, machin, etc. Donc d'ailleurs, vous voyez, hein. Et puis il y avait ceux qui avaient de l'ordre, hein, le Parti socialiste, eux, ils étaient quand même bien représentés. Et puis après, vous aviez le Parti communiste, d'accord, hein. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas un mot sur ce qui s'est passé à Barcelone dans le film de Frédéric Rossif. Pas un. C'est quand même assez extraordinaire. Donc dites-vous bien que même les films d'archives sont des films qui tiennent un discours, quel qu'il soit, je veux dire. Vous pouvez y adhérer, ne pas y adhérer, mais vous êtes toujours pris dans ce fil-là. Vous ne pouvez pas y échapper. Sauf effectivement en pratiquant la distance, la bonne distance, la distance critique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder ces images-là sans se poser la question de savoir quand est-ce qu'elles ont été filmées, par qui ont-elles été filmées. Ça va même plus loin. Certaines vues qui ont été filmées par les combattants de Barcelone ont été reprises, notamment tout ce qui concerne le siège de Tolède. Elles ont été reprises par les franquistes pour dire « Regardez ces sauvages, ce qu'ils ont fait à Tolède ». D'accord? Donc, les images n'ont pas de sens en elles-mêmes. Les images ne sont que des images. On en fabrique, on fabrique quelque chose avec elles. Donc voilà, moi je crois qu'effectivement on est toujours dans ce problème effectivement de la question de l'énonciation. Qui parle? Et comment est-ce que ça fonctionne derrière, hein? J'ai rapidement quand même évoqué la question de la propagande. Qu'est-ce que c'est que la propagande? Mettons-nous bien d'accord. Il n'y a pas de film de guerre qui ne soit pas un film de propagande. C'est impossible. D'accord? Quel que soit le film. Je vous montre. Alors, vraiment, je suis très malheureux de ne pas pouvoir vous montrer des choses que j'avais. Enfin, je vous les montre, mais vous allez voir, c'est très. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Excusez-moi. Je reprends. Oui, c'est celui-ci. Ça, c'est donc la même chose qu'au début, mais vous allez voir. Voilà. Ça, c'est le film donc sur pourquoi nous combattons. Qu'est-ce que font les... Alors, c'est Frank Capra, hein, c'est le cinéaste qui a été qu'on est allé chercher pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des images qui ont été filmées par Leni Riefenstahl pendant le congrès du parti nazi. Il va les mixer avec des images qui ont été prises par les Japonais. Il va les mixer avec des images qui ont été prises par Mussolini, par les fascistes italiens. Et il met tout ça ensemble. Il met une belle musique, une musique tonitruante, pleine de tambours et de trompettes, pour nous montrer que tous ces gens-là font à peu près la même chose, et tout ça pour nous persuader de quoi? Pour nous dire ces gens-là sont dangereux. Il a raison, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais vous comprenez bien que, en clair, ce que fait Capra, c'est tout simplement de la manipulation de l'image.
hein, puisqu'ils couent ensemble des choses. Vous voyez les mêmes images dans le film de Lili Riefenstahl, excusez-moi, et vous vous dites, ah ben oui, finalement, ça devait être quelque chose, le congrès du parti nazi. D'accord? N'empêche que, il ne faut pas non plus oublier que le congrès en question, il a été quasiment fabriqué pour que Lili Riefenstahl fasse ce film-là. Tout a été prévu à l'avance, sachant où elle allait mettre sa caméra, comment elle allait mettre sa caméra, qu'est-ce qu'elle allait filmer. Donc vous voyez bien qu'on est toujours, d'un côté comme de l'autre, dans une manipulation d'image qui, évidemment, va refermer le piège sur nous, si on n'y prend pas garde. Donc, je vais peut-être, si vous voulez, je répondrai à des questions après, si vous voulez, sur la question de la propagande, parce que je ne voudrais pas m'éterniser. Je voudrais juste passer à une question qui est évidemment fondamentale, du coup, c'est qu'est-ce qui tient discours, qu'est-ce qui fait discours dans le cinéma. Je vous laisse ces belles images pendant ce temps, comme ça vous avez le plaisir de les savourer. C'est dommage parce qu'avec je vous assure qu'avec la musique c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant. Mais Why We Fight, vous trouvez les 6 documentaires faits par Capra sur YouTube. Allez les voir, je vous assure, ça vaut son pesant de cacahuètes. On le trouve moins facilement. On le trouve quand même. On le trouve sur Vimeo, sauf qu'on ne peut pas le télécharger. C'est pour ça que j'en ai pas. Je suis désolé. J'en ai juste des petits extraits comme ça. Moi, si vous voulez, je peux vous en montrer un petit morceau quand même. Du Triomphe de la volonté, vous allez voir. C'est celui-ci. Il est magnifique. Ah, justement, c'est parce qu'on voit les mêmes images. C'est pour ça que je l'avais pris, celui-là. Regardez. C'est le même. C'est les mêmes images, vous allez voir. Regardez bien. La trompette du matin qui réveille les participants au congrès qui sont sous leur tente, et les petits-enfants qui jouent du tambour et qui donnent cette espèce de vigueur guerrière à laquelle tout le monde va participer. Vous reconnaissez les mêmes images que tout à l'heure. C'est les mêmes. C'est celle-là que va prendre Capra. C'est quand même assez intéressant, quoi. Mais pour leur faire dire totalement autre chose. C'est bien la preuve que, finalement, une image n'est qu'une image. Donc, voilà. Je voulais en arriver à une question fondamentale, c'est que, évidemment, le cinéma a évolué au cours du XXe siècle. Il n'est pas resté tout le temps muet. Bon, par exemple. Donc, on va effectivement rajouter du son. Nous, on n'en aura pas ce soir. Tant pis, hein, on va faire sans. Mais on va imaginer qu'il y avait du son. Dites-vous bien que lorsqu'on commence à mettre du son sur les images, et notamment sur les images d'actualité, on met du son. Alors d'abord, la prise de son est quelque chose d'extrêmement compliqué, puisque au tout début, il faut des studios particulièrement étanches pour ne pas entendre les bruits, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va essentiellement entendre comme voix? Et là, vous en avez un exemple avec ce monsieur à moustache. On va beaucoup l'entendre au cinéma, puisque, effectivement, lui, il avait un micro. Donc, on pouvait prendre le son. Et on pouvait, grâce à toute une série d'actes cinématographiques, proprement cinématographiques, faire un découpage. Ça me fait penser à, vous vous souvenez, le début de Pierrot le Fou. Dans Pierrot le Fou, on voit Samuel Fuller. Il dit, le cinéma, c'est comme la guerre. Action, action, action. Et moi, j'ai envie de rajouter, couper, couper, couper. Il oublie juste ça. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on coupe, on fait de l'action et on coupe. Et après, on recoupe. Donc, j'allais justement dire, ce son, on va le visser sur la voix d'Hitler, puisque c'est lui dont il s'agit. C'est facile parce qu'on va avoir des points de repère. On va faire du montage son, montage image. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la bande son et la bande image sont totalement indépendantes l'une de l'autre.
Hein, c'est pas comme maintenant. Maintenant, vous prenez un machin avec un bout de film avec votre téléphone, vous avez immédiatement un son synchrone. Mauvais, mais synchrone. D'accord? À l'époque, non. La synchronisation, on l'a fait après coup, en post-synchronisation, justement. Ça s'appelle la post-synchronisation. Du coup, les foules, elles n'ont jamais droit à la parole. Vous comprenez pourquoi? C'est pas possible. Elles ne peuvent pas entrer dans la parole, puisque précisément, on ne peut pas prendre ce son-là. Donc on va le remplacer par quoi? On va le remplacer par la musique. C'était le cas, comme vous l'avez entendu sur les images précédentes. Ah non, vous ne l'avez pas entendu, mais vous êtes sûr. On va le remplacer aussi par du commentaire. Et le commentaire, qu'est-ce que c'est d'autre que la légende? Je vous rappelle quand même l'origine du mot légende. Ça vient de legendum, c'est ce qu'on doit dire. Enfin, ce qu'on doit lire et dire. D'accord? C'est ça exactement. Donc, du coup, nous sommes toujours dans un commentaire, une parole qui vient identifier les images et leur faire dire quelque chose. Sauf dans de très très rares cas. Là aussi, j'aurais voulu vous montrer quelque chose. Je vous le raconterai juste tout à l'heure. Et donc, cette image qui est effectivement sur laquelle on surajoute une bande-son, ça va évoluer avec le temps. D'abord, pendant la guerre d'Espagne, on invente quelque chose d'extraordinaire. C'est une caméra plus légère, portable, avec une tourelle, 3 objectifs. Ce qui permet effectivement de faire des films avec des plans d'ensemble et aussi des plans rapprochés des images, des portraits. C'est pour ça d'ailleurs que on va avoir des films qui auront quelque chose de plus vivant. On va avoir l'impression d'être beaucoup plus plongé dans le moment historique. Et là aussi, aller reprendre aussi bien les films des républicains espagnols que ceux des troupes de franquistes, vous verrez que ça fonctionne de la même manière. Très très rapidement, on a compris ça. Et même, j'allais rajouter un autre dont on a parlé la dernière fois, qui est Karel Roman, qui est effectivement le cinéaste soviétique qui va filmer la plupart des grands conflits du XXe siècle. Hein, il commence avec la guerre d'Espagne. Il a fait un film qui s'appelle España Heroica, je crois bien. Excusez-moi de l'accent, mais j'ai tendance à le prononcer à l'italienne. C'est sûrement pas ça qu'il faut faire. Il a fait ensuite un film sur Dien Bien Phu. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'il a fait sur Dien Bien Phu. Je peux vous le montrer, bien que vous n'ayez pas le son. Voilà. Regardez bien, ça c'est un documentaire qui est passé sur Arte, que de toute façon, enfin, il est en anglais, et donc il vous montre ceci. Ceci, c'est l'endroit où a été filmé le défilé des troupes françaises qui ont été faites prisonnières à Dien Bien Phu. Donc, on nous montre bien le mouvement d'appareil. Vous comprenez bien qu'un mouvement d'appareil comme celui-ci, pour pouvoir le faire, il fallait quand même quelque chose derrière. Ce n'est pas possible autrement. Et donc, voilà le même mouvement, on le voit bien. Alors, le fameux S dont parlait Nicolas l'autre jour, qui permet de montrer qu'il y a beaucoup de monde et que tous ceux-là, ils sont prisonniers. On a fait beaucoup de progrès depuis la guerre de 14, je peux vous dire, parce que pendant la guerre de 14, c'était juste une ligne comme ça. Là, c'est un S. Et ensuite, on voit effectivement les types qui défilent comme ça. Et ce qu'on va découvrir par la suite, c'est que ces images qui sont en noir et blanc, en fait, elles ont été filmées en couleur. Ce que fait remarquer le commentateur, c'est que pour faire des images comme ça, c'est impossible si vous n'avez pas au moins des paraflex pour faire envoyer l'image sur la lumière sur les visages. D'accord? Donc il fallait là aussi tout un système. Et donc il reprend l'image et il la démonte. Alors là, il montre comment on a supprimé le type qui était devant. Alors ça, c'était le début. Hein. On a supprimé le type qui était devant pour bien montrer que... pour pas montrer justement que tout ça avait été complètement combiné et mis en scène. Je vous rappelle quand même que
pendant qu'ils font ça, les soldats français, on leur a fait faire 6 ou 7 fois, il y en a quelques-uns qui vont mourir. D'accord? Bon, faut quand même pas oublier, je veux dire que ça a aussi un coût, hein, ce genre de choses. Et donc on va les voir, effectivement. Il s'agit de montrer justement ceux qui ont été battus. Hein. Bon, et sur la fin de cet extrait, on va effectivement voir tout l'appareillage qu'a mis en place le réalisateur. Voilà comment il a fait son plan. C'est-à-dire avec une espèce de grue, comme le cinéma hollywoodien, hein, bon, avec les moyens du bord, hein, c'est sûr, de manière à pouvoir faire le plan qu'il voulait. Ça me fait penser à quelque chose. Lorsque Schoendorfer parle de l'activité de cinéaste de guerre, il dit la différence entre... Enfin, la guerre, dit-il, on l'a subie en tant que cinéaste, alors que lorsqu'on fait un film, c'est nous qui dirigeons les événements. D'accord? Donc, là aussi, il faut bien comprendre qu'on est dans cette relation au réel qui est toujours une relation de manipulation, de transformation. Donc voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais... Alors je reviens à la question de la bande-son. Donc à l'époque, effectivement, où on est là, Schoendorfer, lui, quand il est dans les rizières en Indochine, je vous rappelle quand même qu'il porte 20 kilos de matériel sur le dos, il a des bobines de cinéma, il a son appareil, etc. Et ces bobines ne font pas plus de 300 mètres. Ça veut dire qu'il est limité dans le temps. C'est pas comme aujourd'hui, vous pouvez filmer pendant... J'ai bien vu ça d'ailleurs avec mes élèves. Ils filmaient pendant des heures, et après ils se disaient « Comment je vais monter tout ça ?» Ben oui, si tu avais un petit peu pensé à couper, tu aurais pu faire un montage. Mais après, c'est difficile. Donc effectivement, la difficulté est toujours une difficulté d'ordre matériel. Le média cinéma est quand même un média qui résiste, qui demande un certain appareillage, qui est évidemment en dehors de la situation véritable de guerre. Et les cinéastes, ou plutôt ce qu'on appelle les reporters de guerre, ils le savent parfaitement, parce que la plupart du temps, ou beaucoup d'entre eux, eh ben, ils y laissent leur peau. Quand ils veulent véritablement faire le boulot, ils sont obligatoirement confrontés à la mort et à ses conséquences. Donc vous voyez, je crois que là, il faut remettre les choses en perspective. Évidemment, avec l'arrivée du numérique, on est dans quelque chose qui semble être plus souple, mais je crois que le véritable problème qui est posé par le numérique, c'est moins la question, parce que fondamentalement, ça ne change rien, le numérique. On est toujours dans une image découpée. Je rappelle que même si c'est des pixels, il faut arrêter l'image 25 fois par seconde pour faire du mouvement, sinon ça ne marcherait pas. Sinon, vous auriez du filet, hein, comme ça, et ça ne donnerait absolument rien. Donc on est obligé d'arrêter l'image. Et deuxièmement, on est quand même obligé de cadrer. D'accord ? Ce qui change fondamentalement dans le média aujourd'hui, ce qui change fondamentalement dans ce que fait Daesh quand il filme les exécutions, rassurez-vous, je ne vais pas vous en montrer, c'est précisément que ces images-là, nous en sommes immédiatement contemporains à cause, ou grâce, je ne sais pas ce qu'il faut dire, aux réseaux sociaux. Et nous sommes effectivement, tout d'un coup, face à l'horreur. Mais c'est bien à ça que ça sert. Le cinéma doit nous terroriser dans ce cas-là. Vous voyez que, quelle que soit la manière dont on s'y prend, quelle que soit la manière dont on aborde le média, on voit bien qu'à un moment ou à un autre, il est pris à l'intérieur d'un véritable étau qui le pousse à faire ce que celui qui parle dit. Alors évidemment, après, ça pose la question de savoir qui a la dernière
comment on dit, on appelle ça le final cut quand on est aux États-Unis. Hein, qui a le montage final? Hein, ça, c'est une des questions qui se posent, évidemment. Donc voilà, je voulais juste rappeler ces quelques questions. Et alors, oui, j'ai été un peu rapide sur l'évolution du cinéma. Les premières images synchrones, hein, c'est 1961. C'est avec l'invention du Nagra, le Nagra qu'on commence à utiliser dans les années 50. Et c'est seulement en 61 qu'on a un Nagra qui est calé sur les images. D'accord? Et donc c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir effectivement avoir un son synchrone. Donc voilà, c'est l'heure du cinéma vérité. C'est le moment où effectivement on commence à faire du cinéma vérité. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire effectivement? C'est précisément la question que se posent les véritables cinéastes qui sont confrontés à toutes ces questions que je viens de poser. L'un d'entre eux qui a trouvé la bonne réplique, malheureusement ça ne servira à rien que je vous le montre, c'est Chris Marker. Chris Marker, avec un film qui s'intitule Casque bleu, nous rend compte du conflit en ex-Yougoslavie. Et on y voit effectivement, mais là ça ne sert à rien que je vous le montre parce que c'est... Enfin, si je peux vous montrer juste l'image, comme ça vous comprendrez pourquoi je ne peux pas vous le montrer. Voilà, c'est ça l'image. C'est-à-dire c'est un monsieur qui est... Zut. C'est un monsieur qui parle, voilà, et qui raconte ce qu'il a vécu. Et qui raconte comment on l'a emmené au combat. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui va donner effectivement de la consistance? C'est ce qu'il dit. C'est pas ce qu'on voit. Évidemment, ça pose un certain problème à ceux qui vont voir des films de guerre, parce que justement, il y a de l'action. Hein, c'est évidemment quelque chose qui pose problème et qui ne répond pas à une volonté d'un public qui est quand même, il faut bien le dire, avide de quelque chose qui est du côté de l'obscénité. Donc voilà, évidemment, ces images-là, l'image de la guerre va subir soit deux dévoiements. D'un côté, le dévoiement qui l'amène vers quelque chose qui est de l'ordre de... quelque chose qui est de l'ordre de l'obscénité. Hein, je reprends ce terme, excusez-moi, j'en trouve pas d'autre. Soit ça va l'amener du côté de quelque chose qui est de l'ordre de la perte de sens, voire même de la perte d'impact de l'image elle-même. Et là, malheureusement, là encore, je suis vraiment confus de vous montrer seulement des images sans son, mais souvenez-vous de cette fin du film dont on a parlé la dernière fois, qui est le film de Harry Feldman, Valse avec Bachir. Vous vous en souvenez de ça? C'est la scène finale. Pendant que vous voyez la scène, je vais vous raconter une anecdote qui est pas drôle. Une année, j'étais prof de cinéma. Il y a des films qui passent au cinéma dans le festival Télérama, et j'avais le choix entre Hunger, qui est le film sur les prisonniers irlandais qui ont fait la grève de la faim, et de l'autre côté, j'avais Valse avec Bachir. Je dis à mon collègue, « Ah non, je ne les emmène pas voir Hunger, c'est trop dur, ça, c'est pas possible. » Et je les emmène voir Valse avec Bachir, que j'avais déjà vu, hein. Je revois le film. Et là, je découvre ce qui va se passer là. Je découvre cette terrible image qui nous fait passer, effectivement, du cinéma animé au cinéma véritable, qui est bien, cette fois-ci, voilà, la sortie des femmes du camp de Chabra, où on voit les corps de ceux qui ont été assassinés par les milices chrétiennes, et où, effectivement, nous ne pouvons plus échapper à l'horreur de ces images. Sauf que ces images, nous les avons vues dans les informations télévisées. Mais elles sont passées totalement inaperçues. Personne ne les a relevées.
là, tout d'un coup, elles prennent une force terrifiante et véritablement, elles nous disent quelque chose de ce que c'est que la guerre. Donc voilà, c'est pour vous dire que les véritables cinéastes, ceux qui véritablement ont quelque chose à dire, non pas sur pas le discours, pas le discours prêchi-prêcha, c'est pas bien de faire la guerre, machin, etc. C'est pas ça la question. La vraie question, c'est nous faire prendre conscience de ce que c'est que cette situation dans laquelle nous sommes projetés plus ou moins à notre corps défendant. Je dis plus ou moins. Hein? Et donc voilà, cette image-là, elle devient pour nous quelque chose d'absolument intolérable. Et je dirais qu'elle ne devient intolérable que parce qu'elle a été montée de cette manière-là. Donc voilà, c'est quelque chose, je crois, qui est tout à fait intéressant. Donc, d'une part, redonner de la force aux images en les montrant, mais en les montrant autrement, ou bien d'autre part, là aussi, je vous m'excusez, mais je vais persister dans le mutisme. Je vais vous montrer un petit passage d'un film, un très beau film, qui s'intitule « Les yeux brûlés ». C'est un film sur les reporters de guerre. Et dans ce film, voilà ce monsieur dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, je vais le retrouver, c'est Laurent Roth. C'est Laurent Roth, c'est le cinéaste, c'est Marc Flamand. Marc Flamand est un reporter de guerre. Marc Flamand, on lui demande, vous l'avez vu tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, de manière à ce que vous revoyez le film, excusez-moi. Je suis obligé de... Voilà, je reprends. Alors, c'est pas celui-ci que je veux. Je vais le commenter au fur et à mesure. Donc, Marc Flamand a été témoin de la mort d'un de ses camarades. Et la comédienne, voilà, la comédienne qui l'interviewe lui dit « Mais est-ce que ça vous est arrivé de filmer la mort de quelqu'un ?» Il dit oui, effectivement, ça m'est arrivé. Et il raconte son histoire. Vous voyez, déjà, même dans sa mimique, on voit bien comment il est plus ou moins gêné. Il arrive à en parler. C'est très difficile. Mais il en parle. Et elle va le pousser à bout, en lui disant « Oui, mais alors qu'est-ce que vous avez fait ? Alors vous êtes resté avec votre caméra. » « Oui, je suis resté avec ma caméra. J'ai continué à le filmer. Mais de toute façon, je ne pouvais plus rien faire. Et puis les autres, le combat, il était un peu plus loin. Moi, j'aurais bien aimé aller vers le combat, mais là, je ne pouvais plus. Ce n'était pas possible. Donc je reste avec lui. Et puis je lui dis, t'inquiète pas, on va s'en sortir. Et il lui raconte effectivement tout ça. Et l'intervieweuse, entre guillemets, continue à le pousser. Et à un moment, il lui dit, bon, on coupe là. Et non, le réalisateur dit, non, on continue. Et on continue. On va fouiller jusqu'à ce que les choses se disent. Et là, à un moment, il finit par dire, bon, c'est bizarre, c'est bête, mais 2 jours après, j'étais à l'hôtel, et puis là, je me suis mis à pleurer tout d'un coup. Et je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi. Nous non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, tout d'un coup, tout le poids de ce qu'il a fait rejaillit dans le film. Ce qui est intéressant, c'est que Laurent Roth, le réalisateur, il montre cette image-là, il fait cette image-là, mais il fait cette image-là en insérant à l'intérieur de l'interview des images qui sont effectivement les images de l'agonie de quelqu'un. On ne saura jamais si c'est la personne qui a vraiment été filmée par Marc Flamand, et sur lesquels il prend bien soin de montrer le personnage seulement en amorce de l'image. Il est à moitié caché. Autrement dit, on voit bien que là, la manière qu'a le cinéma de rendre de la force à l'image, c'est d'abord et avant tout, justement, de jouer sur le cadre, de masquer. Et donc, effectivement, par le masque, l'image reprend de la force et en même temps nous dit quelque chose de la gravité du moment. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte, ce type
il est cinéaste aux armées. Hein. Ça veut dire qu'il est ce qu'on appelle, comme Schoendorfer, il est soldat cinéaste. Hein. C'est-à-dire qu'il accomplit une mission. C'est pas un voyeur. Entendons-nous bien. D'accord? Sauf qu'il aurait pu, ou plutôt Laurent Roth aurait pu nous mettre dans la position du voyeur s'il nous avait montré l'agonie du personnage. Mais il ne nous la montre pas. Il nous la raconte. Et là, du coup, nous ne sommes pas dans un discours qui est un discours de jugement, où on dirait « Oh, ce type-là, c'est un sale type, c'est un photographe, etc. » Non, il nous met dans la situation de nous dire bah, finalement, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ce type qui était photographe? Et qu'est-ce qu'on aurait fait dans la situation? Enfin, comment est-ce que cette image est en même temps une image nécessaire et une image intolérable, qui ne nous fait pas participer à quelque chose qui nous met, nous, dans une situation de servitude, justement, mais qui nous oblige, nous-mêmes, à réfléchir à ce que nous voyons. Des images comme ça, il n'y en a pas des tonnes sur la guerre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas par hasard que ça s'appelle Les yeux brûlés. Il me semble que le titre emprunte à une phrase de La Rochefoucauld que vous connaissez, « Le soleil ni la mort ne se regardent en face ». Et je crois que c'est ça, exactement, que nous dit le cinéma sur la guerre, lorsque, véritablement, il est ce média qui... Enfin, ce média, j'aime pas le mot média, cet instrument qui nous permet de voir au-delà de ce que nous pouvons voir. C'est-à-dire qu'on retrouve ce que disait Dziga Vertov au début, à savoir que nous sommes véritablement arbés d'un instrument qui nous permet de voir au-delà du réel, et non pas seulement le réel. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette question du cinéma. Je m'arrête là. Et puis,